Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal. Bienvenue dans Le goût d'entreprendre et place aux artistes. Nous partons à la rencontre d'Yves Desclous, un luthier qui vient d'installer et d'ouvrir son atelier dans une péniche à Toulouse. Vous le trouverez près du port Saint-Sauveur. Bonjour Yves Desclous. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour Le goût d'entreprendre. On peut dire que vous avez, Yves, le goût des belles choses. Oui, on peut dire ça, je pense, oui. Vous aimez les belles choses? J'aime les belles choses, j'aime la musique, j'aime les bateaux, j'aime l'art en général. Vous avez donc installé votre atelier dans une péniche. Vous êtes un luthier? Je suis luthier depuis une vingtaine d'années à peu près. Ouais. Et j'aime les péniches depuis bien plus longtemps. Qu'est-ce qui vous a amené à la lutherie, la péniche? Non, en fait, ça n'a pas de rapport direct. J'ai vécu sur une péniche il y a 30 ans à peu près. Ouais. J'ai adoré ça. Et donc, le jour où j'ai changé de vie, je me suis redirigé vers une péniche. C'est-à-dire que j'ai acheté une péniche et je l'ai transformée en atelier. En atelier. Voilà. Ouais. Alors, vous avez plusieurs vies, hein, on peut le dire. Vous êtes, c'est ça, passionné par le bois, puisque vous étiez ébéniste. J'étais ébéniste avant d'être luthier. Votre parcours. En fait, j'ai toujours aimé le bois. Depuis tout petit, je suis passionné par le bois. Je crois que dès l'âge de 8 ans, je savais que je ferais quelque chose avec le bois. Alors quoi, je ne savais pas. Ouais. Mais alors j'ai hésité entre ébéniste, luthier, etc. Et mon cousin étant déjà luthier, je me suis dirigé vers l'ébénisterie. Et puis plus tard, en fait, pratiquant la musique en amateur, j'ai eu envie de me fabriquer une contrebasse. Et là, j'ai été voir un ami, Jacques Fustier, un grand luthier qui était à Lyon. Et je lui ai demandé si je pouvais apprendre à fabriquer une contrebasse dans son atelier. Et c'est comme ça que, en fait, il y a eu une méprise. C'est-à-dire que moi, je voulais me fabriquer une contrebasse. Lui a compris que je voulais devenir luthier. Et il a eu raison. Il a eu raison. Alors oui, comment devient-on luthier? C'est un métier, c'est pas un métier disparu, c'est pas vrai. C'est un métier d'artisan d'art. Oui. Il y a une formation. Alors, il y a des formations, il y a des écoles en France, en Allemagne, en Suisse, etc. Il y a peu de formations. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, il y a l'école de Mirecourt qui forme, je crois, une vingtaine d'élèves par année. Peut-être 30, mais pas plus. Ouais. Et puis, c'est compliqué parce que, en fait, si vous voulez, c'est des métiers qui se transmettent beaucoup. C'est des métiers de tradition, ça se transmet de maître à élève, en fait. Et dans ces écoles, on sort de la formation sans être complètement formé. C'est-à-dire qu'il faut encore parfaire sa formation auprès d'un maître. Donc, c'est assez difficile, en fait, de devenir luthier. C'est difficile. C'est assez difficile. Ouais. Et puis, comme la plupart, c'est des petits ateliers comme le mien, où on est tout seul ou avec un ou deux ouvriers, de proposer une formation à un étudiant, c'est assez compliqué parce que tant qu'il n'est pas complètement formé, on ne peut rien lui faire pour les clients. Donc, ça veut dire qu'on va passer des années à lui expliquer, à lui montrer, sans qu'il y ait de retour financier, quoi. C'est ça. Donc, c'est assez difficile de former quelqu'un. Est-ce qu'on peut parler de compagnonnage, non? Oui, tout à fait. C'est la même façon de travailler. Oui, moi, je pense que c'est une bonne façon de voir les choses. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais ébéniste, donc j'étais un peu dégrossi, on va dire. Et le maître chez qui j'ai appris était un ami. Donc, c'est comme ça qui m'a permis d'apprendre ce métier. J'ai été pendant 4 ans, à raison de plusieurs jours tous les 15 jours. J'étais chez lui, je vivais chez lui, j'étais dans l'atelier, enfin, j'étais en immersion. Et c'était formidable. Mais c'est important de transmettre. Il faut pouvoir continuer à former des jeunes qui ont envie de se lancer dans ce métier. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Moi, je fais pas mal de stages avec des jeunes pour leur montrer, leur donner le goût. Mais c'est vrai qu'encore hier, il y a une jeune femme qui est venue qui m'a demandé de faire une formation. Et j'étais embêté. Je pouvais pas accepter sa demande, en fait, parce que je ne peux pas la prendre dans mon atelier pendant plusieurs années comme ça. Ah, mais il y a peut-être une piste, il y a peut-être quelque chose à développer autour de ça. Oui, ça serait pas mal de faire une école, peut-être. Ouais. Alors, la péniche à Toulouse, comment êtes-vous arrivé donc à Toulouse déjà pourquoi Toulouse? J'ai envie de vous demander, parce que vous avez quand même pas mal bougé. Oui, alors j'étais à Avignon auparavant.
Toulouse, c'est une ville assez extraordinaire pour la musique, hein. Il y a l'orchestre du Capitole, il y a l'orchestre de chambre, il y a plein de musiciens, il y a plein de musiciens amateurs de très bon niveau qui travaillent notamment dans l'aéronautique et autres. Ça faisait déjà, quand j'étais à Avignon, j'avais envie de venir à Toulouse. J'avais des amis à Toulouse, j'étais venu les voir plusieurs fois. Et puis, voilà, ça s'est fait. Et donc, la péniche étant à Avignon, j'ai eu envie de l'amener à Toulouse, mais c'était assez complexe. C'était votre maison à Avignon? C'était déjà mon atelier et ma maison, ouais. Tout à fait. Et donc, vous avez créé, à côté de ça, une chaîne YouTube où on vous voit raconter l'épopée de cette péniche. Voilà, alors ça, c'est un ami, Jonas Lopez, qui est un vidéaste, qui m'a proposé ça. En fait, moi, au départ, je lui avais proposé juste de faire le voyage avec nous. Et puis, il m'a dit, attends, je vais faire le voyage, mais je vais faire un film sur cette aventure. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est magnifique. Enfin, moi, j'adore ces films, c'est très chouette. Le batelier fou. Voilà, c'est moi. C'est vous. Donc, parce que ça a été épique pour amener cette péniche. Ah, ça a été épique. En fait, voilà, la grosse difficulté, c'est que c'était une péniche fraicinée. Donc, fraicinée, c'est un gabarit. C'est-à-dire que c'est des péniches qui font 38,50 m de long. Et le canal du Midi a été construit avant que ce gabarit soit mis en service en France. Et donc, le gabarit du canal du Midi, c'est 30 mètres. Et les péniches de 38 mètres, elles ne passent pas dans les écluses de 30 mètres. Donc, pour parer à ce problème, on a dû couper la péniche en 2 morceaux. On a soudé à chaque... c'est un vrai crève-cœur quand vous avez découpé la péniche, j'imagine. Ah oui, c'était assez particulier. Et donc, on a soudé des plaques pour que ce soit étanche. Et on avait, de cette façon, 2 bateaux qu'on a attachés ensemble. Avec les 2 morceaux, on naviguait jusqu'à la première écluse. Là, on rentrait dans l'écluse, on détachait les 2 morceaux, on reculait avec la partie arrière, on éclusait la partie avant comme un bateau normal, on la mettait en attente à l'extérieur, et ensuite on passait avec la partie arrière et on recommençait l'opération. Et une fois que les 2 morceaux étaient passés, on les rattachait et on allait jusqu'à la prochaine écluse. Ah oui. En sachant qu'il y a 64 écluse dans le canal du Midi. Donc, ça a pris combien de temps? Ça a pris plus de 2 mois. Un vrai convoi exceptionnel. Voilà, mais en même temps, c'est une aventure extraordinaire, quoi. C'est vraiment une aventure extraordinaire. C'est quelque chose qu'on fait qu'une fois dans sa vie et c'était magnifique. Et j'imagine qu'à votre passage aussi, les gens qui avaient la chance d'être au bord du canal vous saluaient. Ah, c'était rigolo. On arrivait dans une écluse, il y avait en général 1 ou 2 personnes. Et quand on partait, il y avait 30, 40, 50 personnes qui étaient là, qui nous regardaient, qui posaient des questions. Oui, c'était vraiment une aventure formidable. Donc cette péniche aujourd'hui est entière. On l'a ressoudée. Vous l'avez ressoudée voilà. Et vous êtes Port-Saint-Sauveur. On va revenir sur votre métier de luthier. Vous entretenez un lien particulier avec les clients qui viennent vous voir? Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le musicien, surtout les musiciens professionnels, mais même les musiciens amateurs, ils sont extrêmement attachés à leur instrument. Et, les professionnels, ils y passent des heures tous les jours. Et ils ont besoin d'un instrument qui soit en parfait état, qui fonctionne, qui réagisse exactement comme ils le veulent. Et donc, en fait, nous, on est un peu... les luthiers, on est un peu la personne de confiance qui va faire en sorte que tout fonctionne. Donc, on a vraiment une relation qui devient très souvent proche et amicale, en fait. Oui, exactement. Ils ont une relation particulière avec leur instrument et ils vous confient quelque part ce qu'ils ont pas de plus cher, bien sûr, mais presque. Oui, il y a quelque chose comme ça, tout à fait. Ça, vous le sentez à chaque fois. Oui. Et on noue des liens vraiment d'amitié avec la plupart des clients. De confiance. Oui, tout à fait. Alors, quel est votre travail au quotidien? Parlez-nous de vous, qu'est-ce que vous faites? Le luthier, en fait, quelle est sa mission? Quel est son rôle? Vous ne construisez pas. Si. D'accord. Donc, on peut venir vous voir en disant, voilà, j'ai envie d'avoir un instrument qui soit comme ça, avec tel type de bois. Oui, alors ça se passe plutôt d'une autre façon. C'est plutôt, vous allez rencontrer quelqu'un qui a un instrument que j'ai fabriqué. Vous allez l'essayer, vous allez vous dire, ah tiens, c'est chouette, j'aime bien ce son, ce type de timbre, cette facilité de jeu ou je ne sais pas quoi. Et vous allez venir me voir en me disant, j'ai essayé l'instrument de monsieur Untel. J'aimerais bien le même. D'accord. Voilà, c'est plutôt comme ça, en fait. D'accord. C'est-à-dire que je ne vais pas travailler sur mesure, mais plutôt,
j'ai un type de travail qui va convenir à certains musiciens. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc en fait, ce sont vos clients, les musiciens, qui font votre communication. Oui, alors je les aide un petit peu quand même. Je vais voir un peu les professeurs, je vais faire quelques salons, etc. Il faut quand même que je me montre. Mais c'est vrai qu'un client qui n'est pas convaincu, ce n'est pas la peine de lui proposer quelque chose, quoi. Et il faut vraiment qu'il ait un coup de cœur pour cet instrument. Il faut déjà qu'il l'ait vu avant, c'est ça, ou testé avant de venir vous voir. Non, enfin alors, oui, ou qu'il en a entendu parler, enfin oui. Et puis après, il y a une période d'essai en général. Le client vient à l'atelier, il va essayer l'instrument, il va le prendre une semaine ou 15 jours, il va l'essayer dans différentes situations, en concert, avec des amis, en répétition. Et là, il va me dire, ah oui, ça me va bien ou ça ne me va pas. D'accord. Quelles sont les demandes les plus surprenantes? Il y a des choses qui vous ont marqué, Yves? Il réfléchit. Il réfléchit. Il n'y a rien qui me vient là. Ah, ça va venir. Vous savez quoi? On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Il aime la musique, il aime l'art, il aime le bois, il aime aussi les bateaux. Il a une péniche, il s'appelle Yves Desclous. C'est un luthier qui est installé donc à Toulouse depuis quelque temps. Bonjour Denis Avril. Bonjour Doris. Nous sommes ravis d'être avec vous dans le goût d'entreprendre. Denis, première question peut-être à Yves. Oui, il y a quelque chose qui m'a toujours un peu surpris, c'est que finalement, tous les violons sont différents. Et quand on dit, qu'un violoniste aime tel ou tel violon, il voudrait modifier un peu comme ci, un peu comme ça voudrait dire qu'il n'y a vraiment pas de violon type, j'allais dire. Comment vous ressentez ça, vous, en tant que luthier? Je suppose que vous jouez aussi, donc comment vous arrivez à vous mettre un peu dans la peau du client pour savoir finalement qu'est-ce qui va lui aller Alors, j'ai eu, au début de mon activité, cette illusion qu'il y avait une espèce de violon parfait. Et puis, j'en suis beaucoup revenu. Et je pense qu'il n'y a pas de violon parfait. Il y a plein de violons, il y a plein de musiciens. Et chaque musicien va trouver le violon qui lui convient. Après, il y a des bons et des mauvais violons, évidemment. Mais on peut avoir deux violons assez différents qui vont convenir à deux personnes différentes. Et donc, moi, je trouve ça assez passionnant, justement, que le musicien cherche l'instrument qui lui convient tout à fait pour exprimer ce qu'il a exprimé. Donc, c'est lié à la personnalité, finalement, du joueur. Oui, tout à fait. Oui, je pense que c'est vraiment en lien. Et il y a vraiment... Oui, c'est ça, il y a plein de types d'instruments, plein de sons différents, et c'est ça qui est passionnant. S'il n'y avait qu'un violon parfait, ça serait un peu embêtant, finalement. Oui, on passerait à l'industrie. Voilà, c'est ça. On passerait à notre modèle. Est-ce que vous en fabriquez a priori? Oui, j'en fabrique, oui. Vous en fabriquez a priori, et puis après, donc les clients viennent essayer. Oui, alors moi, j'ai une recherche, c'est-à-dire qu'en fait, avant de fabriquer un instrument, j'ai une idée assez précise de ce que j'ai envie d'entendre. Ça, je pense que c'est important. Je pense que le luthier doit avoir un type de son dans la tête, dans le cœur, je ne sais pas, et qu'il ait envie de réaliser ce son. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Et ça, c'est même avant de dessiner l'instrument, en fait. C'est-à-dire que j'ai envie d'entendre quelque chose et je vais mettre tout ce que je peux en œuvre pour que ce son se trouve matérialisé par un violon. Mais, alors finalement, qu'est-ce qui fait la valeur d'un violon, parce qu'une personne peut aimer ou pas ce type de violon, donc il ne va pas lui accorder la même valeur. Et pourtant, il y a un marché quand même du violon. Oui, alors vous savez dire celui-là, il vaut à peu près entre ça et ça. Il y a plusieurs choses. Il y a le marché, ce qu'on appelle le marché de violon ancien, par exemple, c'est-à-dire les Stradivarius, les Guarneri et compagnie, qui sont des instruments magnifiques qui datent du XVIIe ou du XVIIIe siècle et qui sont... des instruments de collection et qui sont investis par quelque chose de très fort au niveau émotionnel, au niveau symbolique, etc. Les musiciens
vont avoir l'impression de jouer l'instrument qui a servi à tel grand musicien. Et donc, il y a toute une part de rêve dans ces instruments. Et puis, il y a les instruments modernes. Alors c'est plus compliqué, en fait, de convaincre un musicien avec un instrument moderne, parce que il n'y a pas toute cette part de rêve. Comment vous faites, alors? Heureusement, les instruments anciens sont extrêmement chers. Et ça laisse de la place aux luthiers il y a un contemporains. marché de l'occasion, on va dire, on va appeler ça comme ça, c'est pas très joli. Mais... Oui, mais c'est horriblement cher. C'est-à-dire qu'un instrument, un Stradivarius, c'est plusieurs millions d'euros. D'accord. Donc c'est plus à la portée des musiciens. D'ailleurs, c'est des fondations, des banques qui achètent ces instruments, qui les prêtent à des musiciens. Et puis, il y a tout un... Si vous voulez, il y a tout un circuit, comment dire ça? Un musicien reconnu va avoir envie de posséder, ou qu'on lui prête un instrument de grande valeur, et il va pouvoir mettre ça sur sa carte de visite, sur son programme, et ça va prouver que c'est un bon musicien, puisque la fondation Intel lui prête le Stradivarius. Ah oui, c'est ça, d'accord, voilà. D'accord, c'est une marque en fait. Voilà, et je connais personnellement plusieurs musiciens qui disent jouer des instruments de grande valeur et qui en fait jouent des instruments modernes. C'est-à-dire que, en fait, les instruments en question, ils sont magnifiques, mais ils ont quelques petits soucis aussi. Et donc, il arrive que les musiciens choisissent de jouer un instrument moderne qui fonctionne mieux, qui est peut-être plus pratique, qui a moins de problèmes de jeu. Mais pour le programme, il va dire qu'il joue quand même le Stradivarius. D'accord, ok. Et il va jouer une copie, en fait. Vous en avez à l'atelier parfois? Des Stradivarius? Oui. Non, j'en ai pas souvent. À réparer, j'ai de très beaux instruments, mais les Stradivarius, ils échappent un peu à tout le circuit normal de la lutherie. Ils vont chez les luthiers rue de Rome, très réputés. Voilà, nous, dans les ateliers normaux, on voit d'autres instruments de très bonne qualité, les instruments des gens qui travaillent à l'Orchestre du Capitole, par exemple. Denis, une autre question. Oui, sur la liaison entre le petit instrument, parce que le violon, c'est tout petit, et le gros instrument de bois qui est la péniche, qu'on passe en passe de l'un à l'autre. La péniche est en acier. Elle est en acier, là. Oui, d'accord, pas en bois. Donc, votre rêve de bois de la jeunesse, il est passé dans le violon, quoi. Oui. Mais finalement, dans une péniche, bon, il y a aussi de la musique, il y a le clapotis de l'eau. Est-ce que c'est assez stable pour travailler un violon? On est vraiment dans la précision, là, justement. Oui, c'est-à-dire que, surtout sur le canal du Midi, ça bouge extrêmement peu, en fait. Et la péniche elle-même est déjà très stable, donc ça pose aucun problème Et on est toujours, quand on travaille, on est toujours en appui, en fait. On est toujours... on ne fait pas des gestes en l'air. On tient les pièces de bois avec les mains ou sur l'établi. Donc, en fait, non, ça pose aucun problème. Moi, il y a une chose qui m'effrayait un petit peu avant d'acheter la péniche, c'était l'humidité. Comme tout le monde, hein, je pense qu'on pense que les péniches, c'est humide. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller chez un ami qui avait une péniche avec un hygromètre et de vérifier. Et en fait, il avait le taux d'humidité était plus bas que celui de mon atelier. Et ça se vérifie, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un taux d'humidité tout à fait acceptable dans la péniche. Qui sont vos clients? Vous le disiez il y a un instant, l'Orchestre du Capitole? Oui, par exemple, oui. Ouais, c'est prestigieux. J'ai beaucoup de chance, oui, tout à fait. C'est bien. Oui, je suis très content de travailler pour ces gens, évidemment. Et puis alors, c'est quand on a la chance de régler ses instruments et puis d'aller au concert après, d'entendre la musique. Et on a l'impression de participer à une œuvre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les musiciens, il y a le compositeur, il y a le public, et puis il y a aussi le luthier qui est là. Absolument. Et on est tous... moi, j'aime beaucoup cette notion de participer tous à une œuvre commune. Je trouve ça très beau. Une autre question, Denis. Oui, vous avez évoqué la difficulté finalement de l'apprentissage dans ce métier. Oui. Effectivement, prendre un apprenti ou un compagnon, c'est difficile parce qu'il ne rapporte entre guillemets rien. C'est ça, oui. Et donc, pour le maître, c'est un investissement, j'allais dire, à perte, un investissement pour l'avenir, mettons. Voilà, c'est ça, c'est un investissement comment vous avez arrivé à régler ça? D'abord, est-ce que vous travaillez seul ou est-ce que vous, effectivement, vous avez quand même quelquefois des apprentis et comment vous arrivez à équilibrer tout ça, quoi? Non, je travaille seul. J'ai eu un apprenti l'année dernière qui venait régulièrement.
Mais bon, on avait trouvé un système, il venait pas tous les jours, il avait un métier à côté, donc on arrivait à faire comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile de former quelqu'un parce que ça prend beaucoup de temps et qu'on peut pas lui faire du travail sur des instruments des clients, quoi. Est-ce que vous êtes musicien? Je suis musicien amateur depuis toujours. Ouais. Je joue de la contrebasse. D'accord, Ouais. d'accord. Est-ce qu'on pourrait parler d'argent? On aime bien parler d'argent dans le goût d'entreprendre, hein, vous l'avez remarqué. Pour avoir son violon, Oui. il faut compter un budget de combien? Alors, on est loin des Stradivarius, hein, bien évidemment. Alors, c'est hein. très variable, hein, un violon, on peut commencer le violon avec des violons à 500-600 euros Ouais. pour les violons d'études premier prix, qui sont quand même des violons avec lesquels on peut faire de la musique, parce qu'il y a des violons moins chers, mais alors ceux-là, c'est même pas la peine d'en parler. Après, on a des violons d'études corrects dans les 1000 euros. Après, pour passer au cap supérieur, il faut passer au violon fabriqué par des luthiers. Et là, c'est entre, disons, les moins chers sont dans les 4-5 000 euros, et jusqu'à 30 000, en gros, pour les luthiers français. Ouais. Et après, il y a les violons de collection, enfin anciens, qui eux, pour avoir l'équivalent d'un violon à 20 000 euros, par exemple, en ancien, il faut compter presque 10 fois le prix. Ah oui, Voilà, c'est entre 150 et... c'est énorme. Après, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il y a pas de limite. Il y a des violons qui vous font rêver, des instruments qui vous font rêver. En fait, moi, chaque fois que j'ai un violon dans les mains, j'essaye de comprendre ce que le luthier y a mis. Quelle est l'histoire de ce violon? Comment il a vécu ça? Et on voit plein de choses. Quand on répare des instruments, c'est passionnant. On les ouvre et on voit dedans les choses que personne ne voit. Bien fait. sûr. Et on voit le soin qu'a mis le luthier à faire les petites finitions que personne ne verra jamais. Et on voit comment il a fait telle pièce. En fait, moi, j'adore ça. Ouais. J'ai l'impression presque de discuter avec le luthier qui a fabriqué l'instrument. Ouais. Le Made in France se porte plutôt bien. En violon, on est très bon en bon. France. Ouais, on est très bon. On est parmi les meilleurs au monde. Ah oui. Ouais. En archet, je crois qu'on est les meilleurs. Et en violon, les luthiers sont très très bons. Ouais. Qui nous fait concurrence? Qui nous fait de l'ombre? Oh, de l'ombre, je dirais pas ça, mais il y a les Italiens, il y a quelques Italiens qui travaillent très bien. Les Allemands travaillent très bien aussi. C'est pas le même type de son. Les Italiens, ils ont un son un peu plus brillant, on va dire. Les Allemands, c'est des instruments peut-être un peu plus robustes et un peu plus dynamiques. Mais les violons français sont très cotés. Ils sont au top. Oui. Denis, une autre question. Oui, vous parliez donc des violons célèbres, les Stradivarius, les Guarnerius, mais il circule aussi beaucoup de faux, là. Ah oui, énormément. Vous arrivez à bien les reconnaître? Comment Oui, ça se passe? enfin, alors ça dépend. Il y en a qu'on voit du premier coup d'œil, et il y en a qui sont quand même très bien faits. Hein. Il y a des faussaires, entre guillemets, qui travaillent extrêmement bien. Des fois, c'est pas évident de reconnaître. Et moi, je ne suis pas vraiment spécialisé dans l'ancien, en fait. Je sais les réparer, je sais estimer si un violon est de qualité. J'espère savoir faire en sorte qu'il marche mieux. Mais par contre, je ne suis pas très bon pour analyser si vraiment c'est cette personne qui a fait ce violon. Ça demande des connaissances que je n'ai pas. C'est un métier qui ne change pas, qui traverse les années, qui n'est pas délocalisable. Comment vous voyez votre métier dans les années qui viennent? Alors, on a beaucoup de chance. Les Chinois ne s'intéressent pas aux violons haut de gamme pour l'instant. Il faut que des pâles copies, c'est ce que vous voulez dire? Oui, un peu. Non, ils font de très bons instruments d'étude. Ouais. Mais je pense que le marché du haut de gamme n'est pas intéressant pour eux, donc ils ne s'en occupent pas, et heureusement pour les luthiers français. D'accord. Parce qu'ils sont capables. Moi, j'ai discuté avec un ami luthier qui m'a dit qu'il était allé je crois que c'était à Shanghai, il a fait un salon, et il a vu des luthiers chinois faire des choses exceptionnelles. Donc c'est possible. C'est mais tout ça à ne fait les possible. intéresse pas. Je pense qu'ils n'ont pas leur dire. Voilà, on ne va pas leur dire. Voilà. Donc vous, votre métier aujourd'hui, comment vous le voyez? Moi, je suis vraiment ravi de faire ce métier parce que c'est un métier où j'ai l'impression de pouvoir à la fois
faire du mieux que je peux et que c'est reconnu, c'est apprécié. Ouais. Donc ça me permet, moi je suis vraiment heureux de faire ce métier. Ouais. C'est ça, vous produisez quelque chose à la fois de vos mains et également pour notre bien-être et celui de nos oreilles. Voilà. Yves, merci à vous. Merci à vous. Voilà l'adresse de votre site internet si on veut vous contacter. Alors, vous tapez dans un moteur de recherche Desclous, DESCLOUX. Et vous trouverez. Et on vous trouve, voilà. tout simplement, sur votre péniche. Sinon, voilà, c'est ça. Port Saint-Sauveur à Toulouse. Merci Denis Abril, merci à vous de nous écouter. Retrouvez cette émission sur notre site internet en podcast radioprésence.com.